Alors, j'étais dans cette dynamique de briser les codes, de démystifier le mythe de l'invulnérabilité que les gens avaient, sachant bien que je me ferais prendre. Parce que oui, comme je vous le dis, l'infraction était bel et bien réelle. J'ai outragé l'autorité. On pouvait me le reprocher, comme me reprocher peut-être d'autres choses. Mais l'État avait toute la légalité et tout le pouvoir de m'interpeller. Raison pour laquelle je donnais toujours mon numéro de téléphone, je donnais ma position. Et aujourd'hui encore, elle n'a pas changé. Je suis à Agoué, à Sieyé. Ils sont déjà venus me chercher une fois. Je n'ai pas fui. Ils peuvent encore revenir. Je reste droit dans mes bottes. Le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Et nul n'a le monopole de la violence. La volonté du peuple doit toujours être respectée. Je donnais toujours ma position. Je le faisais jusqu'au matin du 25. Mais quand la pression commençait à monter de plus belle, là je commençais à recevoir des appels sérieux. Des personnes qui me disaient, Amron, il faut que tu quittes le pays. Ta vie est en danger. Amron, tu dois vite quitter le pays. Ta vie est menacée. Je dis non. Si je fuis le pays, si je quitte, c'est que je suis un gros lâche. Tout ce que j'ai eu à faire jusque-là, c'est inutile. Ma maman, à plusieurs reprises, était venue me voir pour me dire, il faut que j'arrête ce que je suis en train de faire là. Je me mets en danger. Les personnes m'appelaient pour me dire, mais qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? Tu veux te sacrifier pour un peuple qui ne te le rendra jamais. Quand tu te feras prendre, sois sûr d'une chose, aucune mouche ne va voler. Aucun Togolais ne va se mobiliser pour toi. Tu n'es personne. Les Kbacha Nyasingbe ont été arrêtés. Des généraux ont été arrêtés. Des personnes qui ont fait moins que toi ont été arrêtées. Et ces personnes croupissent en prison depuis un moment. Et toi, avec les travers dans lesquels tu as été, tu penses qu'on va te prendre, quelqu'un aura le courage de se battre pour toi? J'ai dit à ma maman. Et je pense que c'est l'une des choses qui l'a galvanisé quand j'ai été interpellé. Je lui ai dit, maman, je suis venu à travers toi. Je suis venu à travers toi et le monsieur qui est mon père. Je suis venu à travers vous. Mais je ne vous appartiens pas. Les enfants viennent à travers les parents, mais ne leur appartiennent pas. C'est ma vie. C'est ma décision. Si je décide de mourir pour mon pays, je veux l'assumer pleinement. Qu'on vienne me prendre. Je suis prêt pour cela. Qu'importe ce qui arrivera, je suis prêt. Je suis prêt à mourir pour que mon pays soit libéré. Le lundi matin, j'ai une tante qui m'appelle. Elle me dit, mon fils, l'heure est grave. Pense réellement à quitter le pays Togo. Hier, je tiens à donner ce détail-là pour que les gens comprennent mon intervention sur France 24. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour dire la vérité et la défendre jusqu'au bout, au prix de ma vie. C'est très important que vous le sachiez. Et je serai toujours droit dans mes bottes et je défendrai toujours la vérité. Je ne suis pas là pour habiller X ou Y parce que oui, c'est ce que les gens veulent, donc je profite. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous dire la vérité. Et ce que je vous dis jusque-là, c'est ça la vérité. Ma tante m'appelle le lundi matin, le matin du 26. Et elle me dit, Amron, il faut que tu penses à quitter le pays. Parce qu'il y a des officiers du village de ton père qui ont fait une réunion et qui ont décidé de te faire arrêter pour te faire interner dans un asile de fous. Pour te faire des injections et après, ils vont te laisser dans la nature comme si tu as perdu la tête.
Ce que tu fais, c'est une mission divine. Tu es en train de faire bouger les lignes. Peut-être que toi-même, tu n'es pas conscient des énergies que tu es en train d'élever, ni de l'impact que tu es en train d'avoir sur le brave peuple togolais. Mais si tu te fais prendre, c'est dommage. Tout cela va s'arrêter. Tu peux continuer en étant à l'extérieur. J'ai dit non. Moi, j'attends qu'on vienne me prendre. Parce que s'il faut que les choses se déclenchent, c'est en me prenant. C'est en mourant en tant que martyr que les choses peuvent se déclencher. Qu'ils viennent me prendre pour me faire passer pour un fou, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à répondre de cela. À 15 h, bien avant cela, déjà la matinée là, après avoir accroché avec ma tante, j'ai fait un post sur ma page Facebook. Ce post, il est encore là. Si vous allez sur ma page Facebook, le matin du 26, je l'ai dit, que dans les arcanes et dans les officines, il se prépare un coup. Les gens sont en train de projeter, de m'arrêter pour me faire interner pour cas de folie et de démence. N'est-ce pas fou? Et j'ai mis des emojis de rire. Ce post est encore là sur ma page. C'est le matin du 26. Donc, j'étais déjà conscient que des officiers du village de mon père voulaient me faire prendre pour me faire passer pour un fou. Parce que non, on ne peut pas m'emmener en prison pour que je sois un prisonnier politique. Parce que lors du jugement, on va se poser la question de savoir pourquoi le monsieur a été arrêté. On dirait parce qu'il a insulté le président de la République. C'est à cause des injures qu'on pouvait m'arrêter, parce qu'il y a eu outrage à l'autorité. Mais pourquoi a-t-il outragé? Pourquoi a-t-il insulté l'autorité? Ah, parce qu'il dit qu'il y a des gens qui détournent l'argent du pays et qu'on n'arrête pas ces personnes-là. Et là, ça va sonner vraiment bizarre. J'avais réussi par mes interventions à faire en sorte que on ait constaté l'état de leur village, de leur quartier, de leur région, de leur canton. Ils ont commencé à parler, à revendiquer, à intervenir dans mes lives. Ils disent, il faut tuer ça. Le seul moyen de faire en sorte que d'autres ne puissent pas, par sa suite, continuer, il faut lui faire passer pour quelqu'un qui est dérangé, quelqu'un qui n'est pas normal. Ce jeune doit forcément avoir des diables. Un individu normal, sans armée, sans richesse, sans compte en banque, sans grande connaissance, ne peut pas oser être sur le territoire togolais et défier l'autorité suprême comme il est en train de le faire. Il est forcément fou. Ou c'est le seul moyen de casser, de briser son mythe. J'ai dit je ne bouge pas. Vers 16 h, 17 h, il y a un pasteur qui s'est mis à m'appeler. Et s'il est en ligne, qu'il reçoive mes salutations. Mais je n'ai pas voulu l'écouter parce que je savais que j'étais sur la voie de ma destinée. Et je ne pouvais pas agir autrement que de me laisser prendre. Ce pasteur m'a appelé. Il me dit, il faut que je pense à quitter le territoire national. Ce que je fais, c'est une mission divine. Je vais me faire prendre dans les heures qui arriveront, de penser à fuir le pays. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes un mauvais pasteur. Parce que si vous aviez la foi en Dieu, vous ne devez pas me demander à moi de fuir, sachant très bien que ce que je suis en train de faire, c'est une mission divine. Vous êtes un faux pasteur. Ou, du moins, vous êtes un pasteur de la minorité qui voulait me faire quitter le territoire afin que tout ce que j'ai eu à faire jusque-là puisse passer pour perte et profit. Oui, voilà, il a insulté, mais il a fui le pays, c'est un lâche. Moi, je reste sur le territoire. Je ne vais nulle part. Qu'on vienne me prendre. Je connais les infractions que j'ai eu à commettre. J'ai insulté le chef de l'État. Pourquoi? Le monde entier le saura et les gens jugeraient. C'était une façon à moi de le terrasser, définitivement, devant Dieu, devant les hommes et devant l'humanité. 18 h, le pasteur rappelle avec insistance. Je le bloque. Il me recontacte avec un autre numéro. Je le bloque. Il m'écrit sur WhatsApp. Je lui laisse un message virulent. Je le traite d'acolyte du diable et je le bloque. « 20 h, 21 h, je suis là dans ma chambre quand mon épouse rentre avec fracas. Et ça ouais,
Sojadéova Romelo. J'ai dit, ah, faut pas t'inquiéter. Ils sont venus pour moi, je les attendais depuis. Je me suis levé, je suis sorti. Je suis allé à leur rencontre. Il y avait déjà 6 à 7 soldats qui étaient là. J'ignorais qu'il y avait beaucoup d'autres dehors et tout. Et quand je suis sorti de chez moi, ici sur la véranda, je dis, ah, vous êtes venus pour moi? Ils disent oui. Ils n'avaient pas de mandat. Ils étaient venus à des heures qui n'étaient pas catholiques. Moi, j'avais pensé que parce que j'étais en infraction, il aurait eu une convocation à laquelle je répondrais et ensuite je serais déféré devant le procureur et tout. Mais ils sont venus à cette heure-là. Mais bon, je me suis levé, je m'attendais à cela. Vous êtes venus pour moi? Ils disent oui. Je dis ok, permettez-moi de me changer et on y va. Je retourne dans la chambre, je vois qu'il y a 2 personnes qui me suivent en même temps. Je dis oh, les gars, je veux juste me changer. Laissez-moi mettre dans mon intimité. Que non, nous sommes tous nos garçons, change-toi. Ils ont peut-être pensé que je rentrais pour prendre des armes ou un gris-gris, ou que j'allais peut-être passer par la fenêtre où il y avait une autre sortie, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'ils m'ont suivi dans ma chambre. J'ai enlevé le short que j'avais porté, j'ai remis un pantalon, j'ai mis une chemise, j'avais mon dernier fils qui était couché. Je l'ai réveillé et je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, laisse l'enfant. Je dis non, je veux lui dire au revoir avant de partir. Je lui ai dit, Badala Moroa, je pars, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Mais fais tout pour être sage. Il se peut que tu ne me vois plus jamais. Mais souviens-toi de moi. Pensez à tout ce que j'ai eu à vous dire. Et je l'ai recouché. Je me suis levé. Je les ai suivis. Je sors. Je vois qu'il y a beaucoup d'autres militaires armés. Oh, je dis, mais tout ça pour moi. Mais j'étais zen et serein. En avançant, nous avons loué quelque part. Ma villa est la dernière. Il y a celle de mes parents. Je vois qu'il y a des gens qui sont même déjà rentrés au niveau de mes parents aussi. Oh, comment? Ils sont venus pour moi, mais pourquoi ils rentrent chez mes parents armés? Ma maman, elle est sortie, elle était dans la douche. Elle est sortie dans la cour, dans sa serviette. Et ça, ouais, Abelake, Léoki, pour me dire, et ça, ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? J'ai dit, maman, sois tranquille, retourne, va t'habiller, c'est pas pour être comme ça, vas-y. Mon papa, lui, était assis devant la maison, à son lieu habituel, dans une chaise, où il prend souvent de l'air. Ils sont rentrés sans même le saluer. Quand bien même il fut commandant de la gendarmerie, il a été leur chef par le passé. Ils sont rentrés sans même le considérer. Ils sont venus pour chercher la personne que j'étais. Il n'a pas branché. Il avait 10 mots. Arrivé à son niveau, je n'étais pas menotté ni rien. Mais ils sont rentrés tellement en nombre que les enfants paniquaient. Ma fille, elle m'a regardé et dit, papa, tu vas où? J'ai dit, Aurel, sois tranquille. Je reviendrai, t'inquiète. Ok? Prenez soin de votre maman et écoutez ce qu'elle vous dit. Respectez beaucoup grand-maman, hein, soyez sage. Je suis arrivé au niveau de mon papa. Je lui ai dit, papa, je pars. Il n'a pas branché. Au moment où je suis sorti, j'ai vu, maman est sortie. Elle commençait à monter. Je suis revenu, j'ai dit, papa, maman, s'il vous plaît, calmez-vous. Retournez à la maison. Je les ai suivis. Ils ont voulu me faire mettre dans une voiture personnelle d'abord. Après, ils me disent non, tu sors, tu vas dans une pick-up. Et je vois le quartier ameuté. Je vois qu'il y avait plusieurs voitures. D'autres arrivaient, habillés. Je dis, oh, mais comment? Moi, je n'avais pas l'intention de fuir. J'allais vous suivre de toute façon, mais bon, ok. Ils m'ont fait mettre dans une pick-up. 2 gardes m'ont encadré. Une autre voiture est venue. Ils ont dit, bah, démarrez, allez, West Creek. Et pendant ce temps, ils ont donné l'ordre qu'on fasse une perquisition chez moi. Pendant qu'ils m'emmenaient, ils ont commencé à faire une perquisition chez moi, à mon absence. Je ne sais pas par quelle alchimie cela peut se faire, mais bon, c'est ainsi que les choses sont passées. Je suis arrivé au West Creek. Serein zen. Quand j'étais dans la chambre, j'avais défait mes locks. Je pensais me défaire pour les refaire, donc c'était un peu en vrac. Donc quand on est arrivé, j'étais resté serein, assis. Des soldats rentraient, ils me voyaient. Amron, ça va et tout. Je dis oui, ça va. Sereinement. Je n'ai pas été violent. Je ne paniquais pas. J'étais zen. Parce que je savais que ce que j'avais fait méritait que je sois interpellé. Dans ma tête, finalement, ouf, ce ne sont pas les oncles
ou les officiers du village de mon père qui sont intervenus. Je vais aller devant le procureur, donc voilà, je vais aller en prison. C'est le moindre mal. Après, qu'est-ce que j'allais devenir, je ne savais pas, mais j'avais déjà accepté cela. On me fait attendre près de 5-10 minutes. Après, il faut qu'on prenne mes références, mon nom, mon numéro de téléphone, mon âge, mon adresse. Et j'ai demandé au soldat qui était là, je peux avoir une attache pour serrer mes cheveux parce que c'est en vrac. Il me regarde bizarrement. Il regarde mes cheveux. Et il prend l'attache, il met sur son bras. Du genre, bon, je ne sais pas s'il a pensé qu'il y a quelque chose lié à mes cheveux, une préparation, donc je fais quelque chose pour disparaître ou comment. Oh, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a refusé de me donner l'attache. J'ai compris, ça m'a fait un peu sourire. Après, il m'a demandé de me lever, de me mettre sur les côtés pour qu'on me prenne en photo. J'ai respecté. Ils m'ont pris de face, sur les côtés. Ils m'ont fait rentrer dans une salle pour me faire attendre. Et quelques temps après, il y a un officier qui est venu. Il m'a demandé, suis-nous. Je me suis levé pour le suivre. D'autres m'encadraient. Nous sommes montés à l'étage, au West Creek, et nous sommes allés dans le bureau. Quand nous montons l'escalier dans le bureau, on prend le couloir de droite. Le dernier bureau à droite, c'est le bureau du commandant Mbale. Il est l'adjoint au colonel Pitassa, celui qui dirige le West Creek. Donc nous rentrons dans son bureau. On me fait asseoir. Il y a deux éléments qui m'entourent. Le commandant Mbale, lui-même, il va se mettre en face. Je le dis pour l'histoire. Je raconte tous ces détails-là et je cite les noms pour l'histoire. Pour l'histoire. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Et nul n'est censé être au-dessus des lois. Quelque temps après, le colonel Pitassa est venu. C'est lui qui dirige le West Creek. Il n'y avait pas de tension. Il n'y avait pas d'animosité. Tout était cool et zen. Le colonel me demande si je le reconnais. J'ai dit oui, son visage me parle parce que je le voyais quand on était à la gendarmerie. Mais je ne reconnais pas trop son nom. Il me dit ok. Ensuite, on me demande est-ce que je sais pourquoi je suis ici. J'ai dit oui. Parce que j'ai eu à insulter le chef de l'État. J'ai été dans les travers. Il me demande mais comment se fait-il que moi, qui ai l'habitude de faire des émissions dans lesquelles je dis aux gens qu'on peut dénoncer sans insulter, j'ai pu aller dans les travers. J'ai eu à expliquer de façon grosso modo tout ce que je vous ai dit en l'entame de ce live sur ce pourquoi je m'appuyais pour défendre le président jusqu'à la statue de Madame Yakadé et tout et tout et tout. J'ai raconté ça et j'ai précisé qu'à un moment donné de ma carrière, j'ai pris du recul et la distance avec tout ce qui est parti politique, tout ce qui est religion. Parce que à cause de mes aspirations personnelles, je voulais être directement connecté à la divinité suprême. Je ne croyais plus en les religions et je ne croyais plus en les partis politiques. Et en tant qu'artiste, j'avais pris sur moi d'être la voix des sans-voix. J'ai commencé à dénoncer ce qui n'allait pas dans la société parce que pour moi, c'était un moyen d'informer ou d'édifier ceux qui sont au perché et qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe afin que ces derniers puissent réparer les anomalies, puissent les corriger pour faire en sorte que les gens ne parlent plus. Mais cette attitude a fait qu'on m'a écarté de toutes les scènes. J'ai fait toutes les démarches pour expliquer que ce n'est pas parce que je ne suis pas dans vos partis politiques que je suis contre vous. Ce n'est pas parce que je dénonce ce qui ne va pas bien dans la société que je suis un opposant pour autant. De sorte que vous me fermiez toutes les portes, que moi, qui ai renoncé aux sciences politiques, à ma carrière politique, à une vie politique pour me consacrer exclusivement à la musique, vous m'empêchiez d'exercer mon métier en tant qu'artiste. Donc, comme c'est parce que je ne suis pas affilié à votre parti, je ne suis pas un serpent rampant comme vous, et que je ne fais pas la propagande de celui que vous considérez comme étant l'autorité, votre Dieu, j'ai décidé de le ramener au simple rang de suiveur pour que vous sachiez que voilà, nous sommes tous des hommes après tout. Et le fait qu'on respecte une personne ne fait pas d'elle un être supérieur. C'est Dieu qui a le monopole sur notre vie. Après avoir tout dit,
le commandant Mbale et le colonel Pitassa, le colonel Pitassa a joué une vidéo dans laquelle je disais, je viens m'excuser auprès du chef de l'État. J'avais eu à dire qu'il était incompétent, mais je m'excuse, le mot est faible. Il est très incompétent. J'avais eu à dire qu'il était nul, mais je m'excuse, le mot est faible. Il est très nul et comme ça. Il me dit, mais qu'est-ce qui m'a pris de parler comme ça? J'ai dit non. Quand j'ai commencé la dénonciation et je parlais, normalement, ils étaient censés m'interpeller depuis, mais ils ne le faisaient pas. Donc moi, j'étais obligé d'aller dans les extrêmes, d'aller dans les travers, d'aller au-delà, de pousser le bouchon très loin pour que je sois interpellé, pour que mes actions puissent porter des fruits. Le commandant Mbale a tiré le livre du code pénal qu'il a placé devant lui et il m'a demandé, donc je sais ce que je risque. Je lui ai dit, bien sûr, je sais que j'irai en prison avec ce que j'ai fait et je suis prêt pour cela. Mais en même temps, ce que j'ai fait, c'était un couteau à double tranchant. Je me suis dit, soit on me présenterait devant le président du conseil pour qu'il me demande, mais pourquoi je me comporte ainsi? Et je lui dirai le pourquoi je me suis comporté ainsi, les anomalies qu'il y avait dans le pays sans qu'il ne réagisse. Comment nous on a passé le temps à le défendre, qu'il est différent de la minorité et la honte que nous avons quand nous voyons qu'il ne punit pas les gens. Soit j'irai en prison, mais dans un cas comme dans l'autre, moi je suis prêt à subir mon sort. Il m'a dit, ah, donc je sais très bien que je vais aller en prison. Je connais le code pénal, je sais ce que je risque. J'ai répondu au commandant Mbale, oui, je sais ce que je risque. Il me dit, ok. Le colonel Pitassa s'est levé, il est sorti. Avant que le commandant Mbale ne sorte, il m'a dit, comme moi-même, j'ai pris sur moi de me sacrifier, comme moi-même, j'ai pris sur moi de me faire enfermer, on m'amènera un papier pour que je puisse écrire moi-même mon procès verbal. Parce que je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Je dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, nous avons eu une discussion courtoise. Je dis, bien sûr. Je n'ai même pas eu besoin de faire appel à mon avocat. Il dit, ok. Mais tu sais très bien que tu vas aller en prison. Je dis, bien sûr. Sauf que c'est mon corps qui sera enfermé. Mon esprit, lui, sera toujours libre. À jamais. Il est sorti avec les éléments qui étaient restés avec moi. Quelque temps après, il est revenu. Il dit, ah, je donne ce détail parce qu'il est important. Il me dit, ah, quand Amron est venu, nous ne t'avons pas donné de l'eau à boire. Même quand on veut tuer un coq, il faut qu'on lui donne de l'eau à boire, n'est-ce pas? Ou bien tu ne vas pas boire. Il dit, ah, moi je vais boire, il n'y a pas de problème. Il prend une bouteille d'eau qu'il me donne. Et devant lui, le coq que je suis, j'ai ouvert et j'ai bu. Il restait la moitié, je le tenais. Ils m'ont dit de sortir et d'attendre dans la salle en face. On m'amènera quelque temps après un papier pour que je puisse écrire mon PV. Je me suis levé, je suis parti attendre dans la salle. Au bout de 10 minutes, il y a 2 éléments qui sont revenus. Et ils me disent, suis-nous. Je me suis levé, j'ai pris le bidon d'eau qu'ils m'avaient donné, je l'ai tenu dans ma main et je les ai suivis. Ils m'ont fait redescendre au niveau inférieur. Il y avait une voiture qui était là, qui nous attendait. Ils m'ont dit de monter à l'arrière de la voiture. Je suis monté et j'ai entendu direction Goulag. On a roulé à peine 2-3 minutes vers une destination, toujours à l'intérieur de l'enceinte de la gendarmerie, qui est au niveau de la cour d'appel. À Kakavili là-bas. On arrive, c'est dans une villa. Je veux descendre, ils me disent, laisse le bidon d'eau dans la voiture. Et je laisse le bidon d'eau, le reste de l'eau qu'il y avait. Et je descends. On me fait rentrer dans la villa. Je rentre, pardon. Et ils me font asseoir sur une chaise. Je suis là, il y a déjà des éléments qui étaient positionnés en civil. Ils attendaient. Et quelques temps après, le commandant Mbale lui-même, il est arrivé. Le ton et la mine étaient différentes
de la courtoisie qu'il avait eue quand on s'était vu dans son bureau. Il m'avait demandé dans son bureau, si on t'avait adressé une convocation, est-ce que tu serais venu? Je lui ai dit, mais bien sûr. C'est la raison pour laquelle à chaque fois dans mes lives, je donnais ma position et je donnais mon numéro de téléphone. Parce que je sais que quand un individu dans un état de droit est déviant, la suite logique c'est qu'il puisse répondre de ses actions. Et j'étais prêt à répondre de mes actions. Mais en même temps, en répondant de mes actions, je voulais que Mme Yakadé aussi soit interpellée. Parce que j'ai répondu à son appel. C'est elle qui a fait des dénonciations, qui a fait des révélations qui m'ont révolté. Et en même temps, il fallait aussi que les gens qui ont publié les rapports de la Cour des comptes, de l'IGE, de l'ITIE, soient aussi interpellés. Que les personnes qui sont mises en cause comme étant les détourneurs des deniers publics puissent être interpellées. Parce que mon interpellation prouve une chose, c'est que la justice fonctionne. Le Togo est un état de droit et quiconque viole la loi répond de ses actes. C'est ce que je lui ai dit dans le bureau avant qu'on me fasse sortir et qu'on m'emmène maintenant dans la villa. Là, il arrive avec un air plus autoritaire, menaçant, avec un ton martial, une mine changée. Il regardait un live. Et c'était le live des influenceurs qui avaient déjà commencé par parler de mon interpellation. Et là, il vient, il s'assoit, il me dit, les gens sont en train de parler de toi. Voilà. Il scrolle et il joue la vidéo où je suis en train de parler du président de la République. Soi-disant, je lui présentais des excuses et j'avais ironisé. Il me rejoue la vidéo jusqu'à ce qu'elle s'arrête à. J'avais dit que le président était incapable. Je m'en excuse. Le mot est faible. Il est très incapable. Incapable d'arrêter la minorité pieuse qui s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité. Et là, il stoppe la vidéo. Il dit, ça veut dire quoi? Moi, je pense que je peux me permettre de parler au chef de l'État comme ça et rien ne va se passer. Que je pense que c'est mon égal. Le chef de l'État, c'est une institution. Ce n'est pas mon égal pour que je lui parle comme je lui ai parlé là. En lui parlant ainsi, j'ai parlé à une institution. Si moi, je suis quelque part et je vois des gens venir pour piétiner le drapeau, qu'est-ce que je vais faire? Je dis bien entendu, en tant que patriote, je vais aller au secours du drapeau. Il dit oui, mais qu'est-ce que je vais faire aux personnes qui sont en train de piétiner le drapeau? J'ai répondu à cela que si j'estime être plus fort que ces personnes, peut-être sous le coup de l'émotion, je vais agresser ces personnes, mais après, je vais devoir répondre devant la loi, parce que ce n'est pas mon rôle de les agresser. Il me dit, ah bon, que oui, j'ai insulté le chef de l'État, qui est leur papa. Donc, eux aussi, ils vont me le faire payer cash. Et après, s'il le faut, ils iront répondre là où il faut. Si moi, je suis dans une maison avec mon papa, et je vois des gens qui viennent, ces personnes viennent insulter mon papa, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, ah, ça dépend de ce que mon papa a fait à ces personnes-là. Et ça dépend aussi de la relation que j'ai avec mon père. Et j'ai vu que ma réponse l'a irrité. Il dit jamais, peu importe la relation que j'ai avec mon papa, si je suis quelque part et des gens viennent insulter mon papa, je dois défendre mon papa. Et moi, j'ai insulté le président de la République. Le président du conseil, c'est leur papa. Et je vais le payer cash. Ils vont me traiter de façon conventionnelle et rien ne va se passer. Je suis en train de prendre ça à la légère, je pense que c'est une blague. Lève-toi! Va au milieu, là-bas. Ça veut dire quoi? Tu te prends pour qui? Je me suis levé tranquillement. Je me suis mis au milieu. Maintenant, il les menottes. Et enlève tes chaussures. Ils sont venus, ils m'ont mis les menottes. Faites-le asseoir contre le mur. Ils m'ont ramené, me faire asseoir contre le mur. Et comme j'avais les menottes, j'avais le dos un peu comme ça. Et je dis tout ce que moi je voulais, c'est défendre la vérité et me faire entendre. Moi, je ne l'ai pas insulté pour créer des dégâts.
Mais bon, de toute façon, c'est déjà dans leur main. Il dit oui, je pense que je vais m'en tirer comme ça, ce n'est pas possible. Il demande qu'on me mette les pneus au niveau des jambes jusqu'au niveau des genoux pour que mes jambes puissent être dans cette position, les talons puissent être en vue. Et là, il demande qu'on a qu'à me fouetter. Le premier qui est venu m'a mis un coup de cordelette. Je l'ai reçu dans le dos. Il a dit non. Il a fait signe qu'il ne veut pas qu'on laisse de traces. Il a regardé avec un regard méchant. Le gars a compris. Et là, carrément, ils m'ont appuyé contre le mur. Quelqu'un me tenait comme ça contre le mur, les mains derrière. Et il a demandé qu'on a qu'à me frapper sous les plantes des pieds avec les cordelettes. Et c'est là mon supplice a commencé. Le monsieur qui devait frapper, il a commencé à frapper. Il dit, yo, c'est comme ça on frappe. S'il ne sait pas faire attention, il va voir. Il n'a qu'à remettre la cordelette à l'autre personne. Plus tard, le gars s'est présenté à moi comme étant un capitaine. Et lui, c'est un tortionnaire par excellence parce qu'il prenait plaisir à le faire. C'est lui qui s'est chargé de mon pied gauche. Et c'est ce pied-là qui a le plus de séquelles aujourd'hui. Ils m'ont frappé. En me frappant, ils m'humiliaient. Ils m'humiliaient.